Paris est une petite ville avec une grande réputation. Chaque année, les touristes affluent par millions pour goûter à l'art de vivre à la française, cet héritage forgé du temps de Louis XIV qui fait rimer France avec luxe. En digne héritière de cette tradition, la capitale française, c'est aussi devenue celle de la mode, celle des plus grands empires du luxe et celle des palaces, qu'on compte plus nombreux ici que nulle part ailleurs dans le monde. Mais depuis la fermeture des frontières en mars 2020, la ville lumière a beau rayonner, elle est privée de la plupart de ses touristes. Sans ses quelques 50 millions de visiteurs annuels, les rues sont vides, les sites emblématiques désertés. En plein reconfinement, seule une poignée d'enseignes ont pu rester ouvertes. C'est le cas du Plaza Athénée. On y a retrouvé son directeur général, François Delahaye, pour un état des lieux. Bien sûr, je vous emmène. Le Plaza Athénée, c'est un monument du luxe parisien qui a plus d'une centaine d'années. On retrouve sa façade au géranium rouge dans de nombreux films et séries télé. D'ailleurs, dans la vie comme à l'écran, il a été le théâtre d'amour légendaire. En temps normal, dans cette galerie, on prend le thé au son de la harpe. Ici, on goûte sous une pluie de milliers de cristaux à la cuisine 3 étoiles d'Alain Ducasse. Et en hiver, on peut même faire du patin à glace dans la cour. Donc ici, vous avez cet endroit assez magnifique. Aussitôt que, en général, il commence à faire froid comme maintenant, on installe la patinoire qui permet d'avoir une substitution entre le restaurant en été et la patinoire en hiver. Tout ce faste contraste aujourd'hui avec le silence des lieux. Nous avons ce soir, à cause de la pandémie, 24 chambres occupées. Sur 208. Et pour cause, la particularité du luxe à la française, c'est que sa clientèle est étrangère. Alors pourquoi rester ouvert? Avec les aides mises en place par l'État, il serait plus rentable de fermer en attendant que les clients puissent revenir. Nous avons décidé de rester ouverts parce que je pense que nous avons un rôle sociétal dans la ville de Paris, la ville qui a tant à offrir, dans cette période un peu compliquée, d'envoyer un message comme quoi l'art de vivre à la française est quand même accessible, il existe. On a un rôle sociétal également vis-à-vis des employés, vis-à-vis des fournisseurs et de leurs familles. Il faut les faire vivre aussi, donc on continue à acheter un tout petit peu. En temps normal, il faut plus de 500 salariés et 3000 fournisseurs pour faire tourner l'hôtel. Même à régime réduit, les pertes se chiffrent en millions d'euros. Le manque à gagner, c'est entre 5 et 7 millions. C'est en fonction des arrivées. Mais la perte sèche, elle est d'1,5 million par mois par hôtel. Reste qu'il n'est pas question de fermer. Il s'agit là de préserver un patrimoine vivant, selon l'UMI Prestige, la Fédération des établissements de prestige de France. On a aujourd'hui en France, dans ces palaces, pratiquement plus de 10 000 salariés, qui sont des personnes qui ont été formées dans les plus grandes écoles hôtelières. Et ça, c'est un trésor aussi, ce qu'on appelle des étiquettes de service qui sont spécifiques à la France. Donc c'est un peu comme si vous allez dans un très beau musée ou voir la Tour Eiffel. Ça fait partie des monuments à visiter. Un palace parisien est un monument à visiter. Et l'âme du palace parisien est fait par les salariés. C'est pour ça qu'on a protégé tous nos employés, on a gardé tous les employés, on a licencié personne, on les a payés à 100%. La plupart ont, comme François Delahaye, plus de 20 ans de maison. 1893, des trésors du Plaza Athénée. Mais dans un moment de crise comme ça, il faut attendre la fin de la crise. Et la beauté d'un vin comme ça, c'est qu'il peut rester tranquille et qu'il se bonifie avec le temps. Donc même si la crise est très longue, le vin n'en sera que meilleur. Bien sûr, les palaces, même s'ils s'en sortent mal, sont encore ceux qui s'en sortent le mieux. Dans toute la France, première destination touristique du monde depuis que le tourisme de masse existe, le secteur vit une crise sans précédent. Si on prend la dernière grosse crise pour le tourisme qui était après les attentats de 2015 et 2016, on avait quand même des touristes qui étaient dans la destination, soit des touristes d'affaires, soit des touristes loisirs. Là, pour la première fois depuis toujours, on repart à zéro. Il n'y a pas un étranger touriste dans la destination. En plus de la fermeture des frontières depuis mars, le deuxième confinement depuis novembre met à mal un autre fleuron de l'art de vivre à la française, la gastronomie. À 2 pas des Champs-Élysées, le jeune chef Irvine Durand s'active dans la cuisine du Chiberta, le restaurant étoilé de Guy Savoy, même s'il ne peut plus accueillir ses clients. Comme de plus en plus de cuisines étoilées, il s'est mis à la vente à emporter.
Bon, même si on dresse dans des boîtes, on essaye de toujours conserver le principe du dressage. Petit piquet de betterave. Vous voyez, même si effectivement c'est dans une boîte, on essaye de prendre soin et d'avoir quand même quelque chose d'assez mignon, d'animer beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. Même si le chef pourrait aujourd'hui prendre tout son temps pour dresser cette entrée, la force de l'habitude fait qu'il ne peut pas s'empêcher d'être très efficace. Oui, effectivement. Après, bon, ça doit être un défaut professionnel alors. On sent que l'action leur manque un peu. Normalement, le restaurant sert une 50aine de couverts et la cuisine tourne avec 11 personnes au lieu de 2 actuellement. Là, normalement, à cette heure-là, on est sur la fin de mise en place. Il y a une partie qui prépare le personnel parce que forcément, le personnel mange avant le service. Et on est vraiment sur la finition, sur les détails. Normalement, c'est le moment où on est à fond. Là, effectivement, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on est moins à fond, mais bon, après, on garde toujours le sourire. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Pour beaucoup de grandes tables, la vente à emporter s'est imposée pour maintenir un lien avec une clientèle fidèle et pour permettre à des fournisseurs de produits d'exception de survivre aussi. Les plats sont livrés en vélo avec des instructions pour une dégustation idéale, mais il est presque impossible de recréer une expérience gastronomique à domicile. Forcément, ça n'aura pas le même charme que quand vous êtes assis dans notre établissement, parce qu'il n'y aura pas le service, parce qu'il y a beaucoup de choses quand vous venez dans notre établissement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le service, la sommellerie, c'est un show, quoi, c'est un ballet. Mais après, en fait, sur la vente emportée, on arrive quand même à leur envoyer du goût, à leur envoyer notre savoir-faire. Même si le restaurant a renouvelé son offre pour l'occasion et que les commandes rencontrent un succès croissant, on comprend bien que ces passionnés n'ont qu'une hâte, retourner au travail. Le plaisir, c'est d'aller voir les clients quand ils ont fini de manger vos plats et de voir leur bonheur. Ça réchauffe le cœur et en même temps ça permet aussi de transmettre à ma famille parce que quand je dis ma famille, c'est mon équipe de cuisine et mon équipe de cuisine parce que chaque personne c'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, donc forcément c'est ça qui manque, c'est ces moments-là qui nous manquent. Reste à savoir si la vente à emporter pour la gastronomie est une solution d'appoint ou une solution d'avenir. Le gouvernement français se prononcera sur la question le 15 janvier 2021. En attendant, la grande cuisine française met les petits plats dans des boîtes.